Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'infection au SARS-CoV-2 ou la COVID-19. Cela rentre dans le cadre de nos présentations sur les zoonoses. Après la présentation d'une zoonose selvatique qui est la maladie du Mpox ou la variole du singe, aujourd'hui nous allons nous attaquer à une autre zoonose qui est l'infection au SARS-CoV-2. Donc pour cela, je vais vous proposer le plan suivant. C'est le plan d'une pathologie infectieuse. Comme la présentation est longue, je ne vais pas m'attarder. Mais nous définirons les coronavirus. On parlera de l'historique, la phylogénie, l'épidémiologie, la physiologie, la symptomatologie, le diagnostic, le traitement, la prophylaxie aussi bien sanitaire que médicale. Et dans deux autres présentations, nous parlerons de la COVID chez les animaux de compagnie et les animaux de rente et enfin la COVID et la sécurité alimentaire. Donc il faut dire que la COVID-19 ou Coronavirus Disease a émergé en 2019 à Wuhan en Chine. C'est une maladie infectieuse, contagieuse, liée à un virus de la famille des coronaviridae qui affecte aussi bien l'homme que les animaux. C'est une maladie d'actualité car la pandémie a eu lieu entre 2019 et 2021 qui a une importance aussi bien médicale, économique que politique. Il faut dire que c'est la première fois de l'histoire que nous vivons une pandémie en direct, pratiquement à temps réel. Et ce, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que les réseaux sociaux WhatsApp, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi grâce aux médias tels que Africable, Télé Sahel, Bonferré, CNN, BBC, qui nous informent sur chaque cas à temps réel et ce, de façon globale, autrement dit, sur le monde entier. Il faut dire aussi que ce fut la pandémie de la peur avec son cortège de fake news et de buzz, d'où la nécessité de faire des efforts pour distinguer le vrai de l'ivraie. On parle d'infodémie. Cette pandémie a eu un impact sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan scientifique. C'est ainsi qu'elle fut à l'origine d'une crise économique mondiale. Le PIB africain a reculé de 1,4, celui des États-Unis a reculé de 8 points. Cette pandémie a été aussi à l'origine de crises politiques. Nous nous rappelons de nombreuses élections qui ont été rapportées en Afrique, mais aussi de la perturbation des élections aux États-Unis. Elle fut aussi à l'origine d'un changement de politique sanitaire, voire carrément une révision ou un changement de paradigme, car aujourd'hui, pour faire face aux problèmes de santé, il faut utiliser l'approche One Health. Elle fut aussi à l'origine de conflits d'intérêts. Nous avons vu tout ce qui s'est passé avec Big Pharma, avec des grands chercheurs comme Didier Raoult. Et pour donner l'exemple, c'est surtout le cas de Lancet Gate, qui est cette revue internationale qui fut trempée dans des activités peu orthodoxes. Il faut dire aussi que l'infection de SARS-CoV-2 est une maladie professionnelle car un cas sur 5 parmi les décès est un agent de santé. Sur le plan scientifique, il faut dire qu'en mars 2020, quand j'ai fait une recherche sur PubMed, il y avait 1969 publications. Et bien, 4 mois plus tard, il y a 28 488 publications en relation avec la COVID-19. Et 9 mois plus tard, il y a eu 134 756 publications en relation avec COVID-19. Cela montre toute la production scientifique en relation avec ce thème. La COVID-19 fut aussi à l'origine de certains néologismes, c'est ainsi qu'on a parlé de plus en plus de télétravail, on parle de téléconsultation, on a parlé de télésoins. Il faut aussi dire qu'elle fut à l'origine d'une perturbation ou d'une meilleure utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication, car depuis la crise de la COVID-19, de plus en plus, la télémédecine est rentrée dans les mœurs, les téléconférences sont devenues très courantes, les formations en ligne, autrement dit les e-learning et les MOOC, sont devenus très courants. Et tout ceci, c'est les avantages, si on peut parler d'avantages,
due à l'infection au SARS-CoV-2. Il faut dire aussi que le SARS-CoV-2 a commencé son voyage épidémiologique à un moment où nous n'avons ni traitement, ni vaccin, encore moins une immunité de groupe, ce qui fait que la maladie a toute son importance. Avant de m'engager dans cette présentation, je vous demanderai une minute de silence pour les 198 médecins qui sont morts de Covid-19 en Italie. Que leur âme repose en paix. Parlons à présent des coronavirus et des maladies dues au coronavirus. Qu'est-ce que c'est que les coronavirus? Les coronavirus constituent une grande famille de virus à couronne qui peuvent être aussi bien pathogènes à l'homme qu'aux animaux. C'est ainsi qu'ils sont responsables du syndrome respiratoire aigu sévère qu'on appelle le SRAS, dont l'être intermédiaire et la civette. Les coronavirus sont aussi responsables du syndrome respiratoire du Moyen-Orient qu'on appelle le MERS-CoV, dont l'acte intermédiaire est le chameau. Ils sont aussi responsables de la maladie à coronavirus de 2019 qu'on appelle la Covid-19, dont l'acte intermédiaire serait le pangolin. Mais il faut dire que les coronavirus peuvent provoquer beaucoup de pathologies chez les animaux comme les poules, les vaches, les porcs. C'est ainsi qu'ils sont responsables de la bronchite infectieuse, de l'hépatite et de la gastroentérite à coronavirus. Sur cette image, nous voyons bien les différents animaux qui peuvent être affectés par des coronavirus comme le lama, la vache, le chameau, le porc et l'homme tout naturellement. Parlons à présent de la Covid-19. La Covid-19, c'est une maladie infectieuse, d'où au dernier coronavirus qui a été découvert le 7 janvier 2020. Le virus responsable était initialement méconnu. Et c'est ainsi qu'il est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Donc c'est une maladie émergente. Dans un premier instant, on l'avait nommé 2019 nCoV, et puis finalement, on a fini par lui donner la nomenclature SARS-CoV-2, car il est responsable d'un syndrome respiratoire aigu. Mais comme c'est le deuxième coronavirus, et qu'il existe déjà un syndrome respiratoire aigu sévère dû au Covid, à un coronavirus 1, donc on a préféré l'appeler le SARS-CoV-2. Donc c'est une zoonose. Et il faut dire que le pangolin aurait permis le saut d'espèce, autrement dit le passage de l'infection animale à l'infection humaine. L'origine de la pandémie serait le marché de Wuhan où se trouvait un marché des animaux sauvages. Puis, il y a eu une extension à la préfecture de Hubei via les moyens de transport en commun. Cette extension a profité surtout de la fête du Nouvel An chinois, ce qui a permis l'expansion de la maladie. Qu'est-ce que c'est que, à présent, le SARS-CoV-2? Ici, nous avons une illustration. Il faut dire que c'est un virus à 100, de 100 à 160 nanomètres de diamètre de la famille de Coronaviridae et de l'ordre des nidovirales. Il existe jusqu'à 4 genres, dont le genre alpha, bêta, gamma et delta. Mais seuls le genre alpha et bêta sont pathogènes pour l'homme. C'est un virus à ARN monobrin. La membrane du SARS-CoV-2 est faite de phospholipides et de glycoprotéines, dont la glycoprotéine majeure qui s'appelle la S-spike. D'où l'aspect de la couronne du virus. Mais il faut dire aussi qu'il existe des glycoprotéines mineures de type E, M, et des hémagglutinines qui se trouvent à la surface du virus. Et là, nous avons une belle illustration du SARS-CoV-2. Parlons à présent de l'historique. Il faut dire qu'avant 2002, les coronavirus étaient considérés comme des pathogènes mineurs, qui étaient généralement associés à des infections bénignes, qu'on observe particulièrement chez les personnes immunodéprimées, mais rarement sévères chez les enfants. Ce concept a complètement changé et ce à cause de l'émergence des zoonoses qui sont de plus en plus virulentes. C'est ainsi qu'on a assisté à l'épidémie du SARS-CoV, du SRAS en 2003. Cette épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère due au SARS-CoV-1 a fait 8000 cas, 800 décès, d'où un taux de létalité de 10%. Elle a affecté 29 pays
à travers le monde. Ils ont été aussi à l'origine de l'épidémie du MERS-CoV en 2013 qui a fait malheureusement 2465 cas au Moyen-Orient avec 35% de létalité. Et enfin, il y a eu la pandémie de la COVID-19 en 2019. Et au moment où j'avais fait cette présentation, il y avait 124 305 890 cas et malheureusement 2 736 298 décès. Et les 185 pays ou territoires de notre planète Terre étaient affectés. Parlons à présent de la phylogénie. Il faut dire que le SARS-CoV-2 appartient au genre bêta. Il est du même genre que le SARS-CoV-1 avec lequel il a 79% d'homologie de séquence. Ils sont du même clade. Il est apparenté aussi au virus de la chauve-souris avec lequel il partage 96% d'homologie. Et il est aussi apparenté au virus du pangolin avec lequel il partage 90% d'homologie de séquence. Et on pense que le pangolin serait l'hôte intermédiaire. Des analyses génétiques montrent qu'il est naturel parce qu'il y a eu des hypothèses qui ont dit qu'il était probablement une arme biologique. Il faut dire que la fréquence de mutation, c'est le SARS-CoV-2 est relativement faible, même si on a observé des mutants en Angleterre, en Afrique du Sud, au Brésil, particulièrement lors des essais vaccinaux. Sur cette figure, nous avons un arbre phylogénétique qui montre les différents coronavirus. Parlons à présent de l'épidémie de la COVID-19. Il faut dire qu'en ce qui concerne la transmission des coronavirus, la chauve-souris est un hôte probable du coronavirus dans le cadre du SRAS. L'hôte intermédiaire serait la civette pour l'épidémie du SRAS et le dromadaire pour le MERS-CoV. La contamination de l'homme se fait par consommation de viande infectée ou en étant en contact avec des sécrétions d'animaux. Et après, il y a la transmission d'homme à homme, voire les voies respiratoires, ou bien par contact avec les sécrétions ou les objets contaminés. Sur cette image, pour ceux qui ne connaissent pas le pangolin, voilà une image qui montre le pangolin. Il faut insister sur la chauve-souris, qui est le réservoir. Autrement dit, elle a la capacité d'héberger le virus sans pour autant être affectée et sans pour autant que cela puisse la rendre malade ou affecter sa reproduction. Donc, si c'est un réservoir, donc la chauve-souris permet le maintien du virus en dehors de l'épidémie. L'autre intermédiaire n'est pas connu, mais des études sont actuellement en cours, actuellement en Chine, sur la faune sauvage, afin d'avoir beaucoup plus de renseignements, particulièrement au niveau des animaux qui ont été vendus et qui ont été consommés au niveau du marché de Wuhan. Il faut insister sur la chauve-souris qui a un système immunitaire particulier qui lui permet de tolérer les pathogènes parce qu'il est difficilement compréhensible le rôle de la chauve-souris dans beaucoup de pathologies. En effet, dans beaucoup de pathologies, la chauve-souris joue un rôle de réservoir. En effet, la chauve-souris, il faut dire aussi qu'elle a la particularité de ne pas avoir une moelle osseuse. Peut-être que c'est ce qui expliquerait sa résistance sans oublier son système immunitaire. Il faut dire que la promiscuité entre l'homme et les animaux explique le plus souvent le franchissement de la barrière d'espèces. L'augmentation de l'interaction entre l'homme, les animaux et l'environnement explique l'émergence de nouvelles pathologies telles que l'influenza aviaire et l'Ebola. Le mécanisme par lequel, le plus souvent, ce mécanisme, ça peut être une modification du génome, autrement dit une mutation génétique. C'est ce que l'on pense d'ailleurs au niveau de la protéine S, de la protéine qui serait responsable de la glycoprotéine majeure qui se trouve à la surface et qui aurait entraîné une capacité du SARS-CoV-2 à infecter l'homme. La maladie se transmet, parlons à présent de la transmission. La maladie se transmet par contact direct d'une personne malade à une personne saine. Elle se transmet par des fines gouttelettes lors des toux ou lors des études. D'où l'intérêt de la distanciation sociale afin de réduire la transmission.
Il faut dire qu'au Niger, il y a une entreprise, une start-up qui s'appelle Yaïmek qui a construit des masques qui sont munis d'un laser et une fois que vous êtes au-delà, plutôt une fois que vous êtes à moins d'1 mètre de la personne, eh bien le masque bip pour vous dire que vous êtes très proche, vous êtes à moins d'1 mètre de la personne afin de respecter la distanciation sociale et de réduire la transmission. La maladie se transmet aussi par contact grâce à des objets souillés, ces objets qui ont été souillés par les sources primaires étant les malades et les cadavres. C'est ainsi que les verres à boire, les mouchoirs, les claviers des ordinateurs, les poignées des portes, les manches des escaliers, les paillasses de travail, les claviers de téléphone peuvent jouer un rôle très important dans la transmission. Il faut dire que la transmission mère-enfant a été aussi confirmée. La transmission sexuelle via le sperme est hypothétique, mais il n'est pas exclu car, comme vous le savez, les virus ont la capacité de rester dans des zones immunologiquement neutres, comme la chambre antérieure de l'œil, comme l'épididyme, afin d'échapper au système immunitaire. Et lors des rapports sexuels, ils peuvent transmettre des pathologies comme Ebola, que nous parleront très probablement, mais aussi l'infection SARS-CoV-2. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de transmission animophile, autrement dit sur une longue distance, il n'y a pas de transmission par l'air. Il n'y a pas de transmission entomophile, autrement dit de transmission par des vecteurs comme les moustiques ou les tiques. Les voies de pénétration du virus sont le plus souvent l'inhalation, autrement dit la voie respiratoire, et ce grâce à la muqueuse pituitaire, mais aussi certaines muqueuses comme la muqueuse oculaire, la muqueuse buccale peut jouer un rôle très important. Moralité, pendant l'épidémie, il serait important de réduire les contacts avec le visage afin de ne pas assurer cette contamination manupartée au niveau des muqueuses. Parlons à présent de voies de pénétration du virus. Il faut dire qu'il y a 3 récepteurs cellulaires de pénétration du virus, dont le récepteur de l'enzyme de la conversion de l'angiotensine 2. En effet, ce récepteur de l'angiotensine, de l'enzyme de la conversion de l'angiotensine 2 joue comme un rôle de serrure et la glycoprotéine jouerait le rôle de la clé. C'est ainsi que ce récepteur que je peux appeler ACE2 est très important au niveau des voies respiratoires, d'où la manifestation pratiquement respiratoire de la pathologie. Ce récepteur est peu présent au niveau du tube digestif, ce qui expliquerait l'absence des signes digestifs lors de cette manifestation clinique de la pathologie. Parlons à présent des facteurs de sensibilité et de réceptivité. Je ne vais pas beaucoup insister sur la définition parce que nous en avons longuement parlé, mais il faut dire que tout le monde était réceptif pour la simple raison que c'est un nouveau virus et les gens ne l'ont pas connu de par le passé. Donc personne n'est prémuni et personne n'est à l'abri de l'infection au SARS-CoV-2. Parmi ces facteurs de sensibilité, le premier facteur c'est l'âge. Il faut dire que les personnes âgées sont plus sensibles. C'est ce qui expliquerait plus probablement que l'Afrique, qui a environ 60% d'une population de moins de 25 ans, a payé un moindre tribut dû au SARS-CoV-2. Il faut dire par contre que des pays comme l'Italie, où la moyenne d'âge des décédés était de 80 ans. Donc, il faut dire que c'est surtout les plus âgés qui sont décédés. Parmi les facteurs de sensibilité et de réceptivité, il y a les comorbidités. Et parmi les comorbidités, il y a surtout l'obésité, l'hypertension, le diabète, la drépanocytose, avec 13% de décès et 69% des hospitalisés aux États-Unis, les cardiopathies, les pneumopathies comme l'asthme, les co-infections comme la tuberculose. À ce niveau, il faut remercier un travail excellent qui a été réalisé par le professeur Altine Mamadou de l'université André Salifou. La malnutrition, et dans ce cadre, on peut penser que certains foyers où il y a des poches de malnutrition comme le Sahel pouvaient être confrontés à cela. Et bien, il y a un excellent travail qui a été réalisé dans ce cadre par Dr Samuel Boubacar qui a montré l'impact de la malnutrition dans l'infection au SARS-CoV-2. Il y a aussi le déficit en G6PD.
Parmi les facteurs de sensibilité et de réceptivité, il y a un facteur racial. En effet, les Noirs américains étaient moins infectés que les Américains blancs. Le climat et la saison. On pense que les pays tempérés sont plus touchés. En effet, l'infection SARS-CoV-2 tend à être une maladie saisonnière. Et par conséquent, on trouverait beaucoup plus de cas en hiver qu'en été. La température et les UV. Il faudrait dire que des zones où il y a une température relativement élevée et une exposition solaire très importante, comme le Sahel et les zones scandinaves, sont moins atteintes que les autres pays tempérés. Les fumeurs, des études en Londres ont montré que les fumeurs étaient beaucoup moins affectés. On suspecte le rôle de la nicotine dans le cadre de cette pathologie. Les attroupements tels que les mariages, les footballs, les marchés peuvent constituer des facteurs de risque. Et je pense qu'en Jordanie, on a montré le rôle d'un mariage qui a été une opportunité pour l'expansion de la maladie. Pour ce qui est des bateaux de croisière, j'espère que l'exemple du Princesse Diamond fut un exemple patent qui montre que lorsqu'il y a un attroupement, lorsqu'il y a une promiscuité, lorsque les gens se retrouvent et dansent dans les boîtes de nuit, ils peuvent s'échanger beaucoup de germes et favoriser l'extension de la pathologie. La promiscuité et la densité. À ce niveau, on peut parler du rôle de certaines villes qui sont très denses, comme New York, mais aussi les centres pénitentiaires, autrement dit les prisonniers, où il y a une grande promiscuité. Cela peut être un facteur de risque. Il y a des cultures qui tendent quand même à protéger. C'est par exemple toutes les cultures où les salutations ne se font pas en se tendant la main. C'est par exemple en Inde où les gens se saluent en faisant le namasté à environ 1 mètre. Donc cela peut être un facteur de protection. Il faut dire aussi dans les contrées ou dans les zones où il y a des guerres, dans les zones qui sont géographiquement isolées, il y a moins de cas. C'est le cas pendant l'épidémie des pays comme la Libye où il y avait une guerre, des pays comme la Syrie où il y a une guerre. On peut les considérer comme des zones épidémiologiquement neutres. C'est aussi, pour ce qui concerne notre pays, la région d'Agadez qui a observé moins de cas et moins de décès parce que c'est une zone relativement isolée. Il y a aussi la mémoire immunologique. En effet, certains pays comme le Japon, le Vietnam, on peut penser qu'ils ont été à un moment ou à un autre de leur histoire immunologique avoir été en contact avec un virus proche du SARS-CoV-1 ou éventuellement ce virus. D'où la possibilité d'une mémoire immunologique chez les habitants de ce pays qui expliquerait qu'il y ait moins de cas au Japon et au Vietnam. La lutte peut constituer un facteur protecteur. C'est ainsi que des pays comme la Grèce qui ont mis en place un confinement immédiat ont enregistré moins de cas. La prise de la chloroquine est une hypothèse. C'est ainsi que des pays comme les pays de l'Afrique qui, de par le passé, prenaient de l'hydroxychloroquine pour faire la chimioprévention du paludisme à raison d'un traitement chaque semaine, pouvaient expliquer aussi une hypothèse. Peut-être aussi une hypothèse qui expliquerait le bon nombre de cas en Afrique. Les personnes exposées, c'est surtout le personnel de santé. C'est une maladie professionnelle. Donc, on peut considérer ce cours comme un exemple de zoonose professionnelle. Il faut aussi dire que les agents qui travaillent dans les chenilles, dans les abattoirs, dans les marchés, surtout les abattoirs à Vison et les abattoirs des pangolins peuvent être beaucoup plus exposés. Il faut parler aussi des foyers denses des maladies, autrement dit dans les zones où il y a beaucoup de malades. En ce qui concerne le taux de reproduction de base de la COVID-19, ça varie de 1,4 à 3,8, pratiquement 4. Donc il est relativement plus bas par rapport à celui d'autres pathologies comme la rougeole ou comme le coqueluche, ou comme la coqueluche, autant pour moi. Et parlons à présent d'un certain nombre d'indicateurs épidémiologiques comme la mortalité, comme la morbidité. Il faut dire que le taux de morbidité varie selon l'âge. Il est très faible chez les enfants. Chez les sujets de moins de 20 ans, il est d'environ 1%. Chez les sujets de moins de 40 ans, entre 20 et 40 ans, il est d'environ 3%. Dans le cas de cette pandémie, le taux de létalité était de 4% au début de la pathologie, mais très rapidement, il a baissé pour se stagner autour de 1,5% à la date du 27 février 2020. La létalité des personnes âgées serait due
très probablement aux co-infections. Donc, c'est une question qui mérite d'être posée pour savoir si cette forte mortalité qui est observée chez les personnes âgées serait-elle due à la maladie elle-même, autrement dit, à l'infection au SARS-CoV-2, ou bien serait-elle due aux co-infections. Il se pourrait qu'il y ait un biais de confusion et que toutes ces mortalités seraient plutôt dues au diabète, seraient dues à l'hypertension plutôt qu'au SARS-CoV-2. Dans tous les cas, il faut dire qu'il y a 13 fois plus de guéris que de décès. Sur cette courbe, nous avons l'évolution de la situation en Chine en ce qui concerne les cas confirmés en bleu, les cas malades, autrement dit ceux qui ont fait la maladie, et enfin le total des cas. Toujours en Chine, à la date du 20 février, nous avons ici l'évolution de la situation, la dynamique temporelle de la pathologie, où en bleu, ce sont les cas confirmés, en rose, ce sont les cas cliniques qui manifestent les signes cliniques, en vert, ce sont les asymptomatiques. Là, c'est la situation à Wuhan, et là, c'est la situation à Hubei. Là, c'est un graphique qui nous montre le délai entre le contact et la maladie. Et c'est un graphique qui nous donne un peu l'information entre la contamination et l'expression clinique de la maladie. Donc, c'est pratiquement la durée du temps du portage asymptomatique, qui varie d'une personne à une autre, mais qui tourne autour de 12 jours en moyenne. Je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques épidémiologiques en Chine pour la simple raison que la pandémie s'est arrêtée. Donc ceci, on le fait juste à titre pédagogique, mais les données sont à votre disposition. Là, nous avons l'évolution de la mortalité attribuable à la COVID-19 à Wuhan, en bleu, à Hubei, en orange, en Chine, en gris, et puis en Chine en vert, et puis à Hubei en gris. Pour ce qui est de la situation épidémiologique du Niger, je pense que ce n'est plus la peine de revenir sur ces chiffres parce qu'ils ne sont pas d'actualité, mais toujours est-il que à la date du 23 mars, il y avait 4 939 cas, il y avait 4 553 guéris, et puis il y avait 200 qui étaient en traitement et malheureusement 185 qui étaient décédés. Il y a eu plusieurs vagues. Nous savons que dans certains pays comme l'Angleterre, il y a eu jusqu'à 3 vagues. Au Niger, il y a eu 2 vagues et la particularité, c'est que au Niger, les 16,84% des cas étaient des agents de santé. D'où effectivement la COVID-19, on peut dire que c'est une zoonose professionnelle. Voilà la distribution géographique de la maladie. Les zones les plus affectées étaient la capitale Niamey. Il faut dire que, en ce qui concerne la déclaration de la pandémie, on considère qu'une maladie entre en phase pandémique lorsque sa transmission se fait de manière prolongée, efficace et continue, simultanément au sein de plus de 3 régions géographiques différentes du globe. Et c'est ainsi qu'à la date du 25 mars 2021, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie. Plutôt le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie. Donc là, nous avons la situation globale. Voilà comment elle évolue. Nous voyons bien des zones comme l'Europe, des zones comme l'Amérique, mais aussi des zones comme l'Asie centrale étaient les plus touchées. Parlons à présent de la physiologie de la pathologie. Il faut dire que la pathologie évolue le plus souvent sous forme de cas simples, mais exceptionnellement, on peut se retrouver avec un changement brusque qui se traduit par une insuffisance respiratoire
une aggravation des processus inflammatoires et surtout l'orage cytokinique et les troubles de coagulopathie qui sont observés. Parlons à présent de la symptomatologie. Une fois de plus, ce n'est pas mon domaine d'expertise. J'aurais bien voulu que notre confrère, le professeur Eric Adéoussi, soit à mes côtés. Qu'à cela ne tienne, je dirais un mot. Les symptômes sont le plus souvent bénins dans 80% des cas, ils sont sévères dans 15% des cas et ils sont compliqués et de nature des troubles de pneumonie dans 5% des cas, et ce surtout chez les âgés et les personnes ayant des co-infections. Il faut dire que le temps d'incubation est à moins de 12 jours, mais on peut observer des infections précoces de 3 jours ou bien des infections tardives de 15 jours. En ce qui concerne les signes, les plus fréquents, c'est surtout la fièvre, la fatigue, la toux, les douleurs articulaires, les congestions nasales, les maux de gorge, la diarrhée, les maux de tête, les difficultés respiratoires. Moralité, il faut se faire consulter dès qu'on sent que l'on a de la fièvre au moment où nous étions durant la pandémie. Mais aussi, dès lors que à la fièvre, vous constatez qu'il y a de la toux, eh bien, vous pouvez vous faire consulter rapidement. Parlons à présent de la biologie. Donc, chez les patients atteints, il faut dire qu'on a observé des polynucléaires neutrophiles qui augmentent. On observe une lymphopénie. La CRP augmente pour atteindre jusqu'à 150 mg par litre. Les enzymes azate-alate augmentent de 25%. La LDH augmente de 40%. Et la troponine de 17%. Il faut dire aussi qu'il y a une alcalose respiratoire chez 28% des patients. En ce qui concerne les lésions, ici nous avons une image. C'est l'occasion de remercier infiniment Dr Daou Maman, le directeur de l'hôpital général de référence, avec qui nous avons publié le premier cas létal de la COVID-19 à l'hôpital national de Niamey, avec des images de radiographie qui sont assez illustratives. Ici, nous avons aussi ces lésions pulmonaires. Parlons à présent du diagnostic. Il faut dire que le diagnostic il peut être viral et pour cela, on utilise surtout la PCR, la rétrotranscriptase PCR qui permet d'amplifier le génome. C'est ce que vous voyez en bleu. Et ce diagnostic peut être réalisé depuis la phase présymptomatique de la pathologie. Cela peut être réalisé aussi pendant la phase aiguë de la maladie et se prolonger jusqu'à 28 jours après le début des signes cliniques. Le diagnostic peut être aussi immunologique, c'est ainsi qu'on peut mettre en évidence les IgG. On peut mettre en évidence les IgM, autant pour moi, que vous voyez ici en vert, pendant la phase initiale de la maladie. Et ces IgM sont visibles dans le sang jusqu'à 21 jours. Par contre, les IgG, ils apparaissent à partir du 14e jour après la maladie et ils peuvent rester pendant longtemps au-delà de 35 jours. Donc, c'est comme ce que je le disais tantôt, le diagnostic est génomique grâce à la séquence complète du génome qui a été réalisée en Chine et qui a été mis à la disposition de la communauté internationale. Le prélèvement, c'est un écouvillon nasal ou nasopharyngé. Il y a des kits commerciaux pour l'extraction de l'ARN et puis on fait une retrotranscription polymérase chain reaction qui a été mis au point le 13 janvier 2020. Et au cours de cela, on va faire une transcription de l'ARN en ADN et puis une amplification grâce à une PCR de l'ADN. Il y a aussi des diagnostics immunologiques grâce à des ELISA, grâce à des tests de diagnostic rapide, mais aussi à des outils colorimétriques. Cette image, pour faciliter l'interprétation des résultats, lorsque vous avez une PCR qui est positive, plus la mise en évidence des IgM et des IgG qui sont négatifs, donc nous sommes pendant la phase asymptomatique de la maladie. Donc c'est la phase préclinique. Lorsque nous avons la PCR qui est positive, les IgM qui sont positifs et les IgG qui sont négatifs, nous sommes en début de la maladie. Lorsque nous avons la PCR qui est positive,
les IgM qui sont positifs, les IgG qui sont positifs, nous sommes pendant la phase aiguë de la maladie. Par contre, lorsque la PCR est positive, les IgM sont négatifs et les IgG sont positifs, nous sommes pendant la phase tardive de la maladie parce que les IgM ne sont plus visibles en ce moment. Si nous avons la PCR qui est négative, les IgM qui sont positifs et les IgG qui sont négatifs, dans ce cas, nous sommes en début de la maladie à cause des IgM, mais par contre, la PCR est un faux négatif. Elle aurait dû se positiver. Lorsque nous avons une PCR qui est négative, des IgM qui sont négatifs, et il n'y a que des IgG qui sont positifs, nous sommes pendant la phase tardive de la maladie. Donc, c'est une infection passée et le sujet est guéri. Si nous avons une PCR négative, des IgM positifs et des IgG positifs, donc c'est un sujet qui est guéri et qui est convalescent. Parlons à présent un peu du traitement. Il faudrait dire qu'au moment où j'avais fait cette présentation, aucun traitement n'a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y avait beaucoup d'essais cliniques qui étaient en pipeline. Et aussi, les molécules qui étaient préconisées changeaient, ou plutôt n'étaient pas les mêmes d'un pays à un autre. C'est ainsi qu'en France, on a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, grâce à l'équipe de Didier Raoult. Dans des pays comme le Bénin et le Burkina, on a parlé de l'apivirine. En Russie, on a parlé de la mefloquine. À Madagascar, on a beaucoup parlé de l'artémisinine. Dans des pays comme les États-Unis, le Japon, on a parlé de la lopinavir, de la ritonavir ou du remdesivir. Au Venezuela, on a parlé surtout, ou on a utilisé surtout l'interféron, mais aussi des produits comme l'ivermectine ont été utilisés. Ici, l'hydroxychloroquine pour illustrer. Ici, les travaux de Didier Raoult pendant la période critique de cette pathologie. En effet, Didier Raoult a dévoilé les conclusions de sa deuxième étude portant sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine associée à de l'azithromycine pour traiter la COVID-19. Il a obtenu un taux de guérison de 97,5%. Il a observé une chute rapide de la charge virale. 83% étaient négatifs à J7, 93% étaient négatifs à J8. Donc là, nous voyons la variation de la charge virale au cours du temps, de J0 au traitement à J14 après le traitement. Ici, juste pour vous montrer la tête de l'apiviridine qui a été utilisée surtout au Bénin et au Burkina. Ici, quelques images pour montrer des salles pour les prises en charge des complications pulmonaires. Et à présent, on peut s'attaquer à la prophylaxie, en particulier la prophylaxie sanitaire et secondairement la prophylaxie médicale. Il faut dire que se laver régulièrement les mains au savon est un acte très important car la membrane du SARS-CoV-2 est faite de phospholipides et par conséquent très sensible aux esters d'acide gras qui va les émulsionner. Voilà. C'est une propriété physique qu'il faut connaître, une propriété chimique qu'il faut connaître et qui aide bien. Il faut aussi éviter de se toucher les muqueuses des yeux, du nez, de la bouche pendant la pathologie, pendant la pandémie afin de réduire la contamination. Il faut garder une distance entre les personnes et c'est aussi l'occasion de rappeler la visière qui impose cette distanciation sociale et qui a été mise au point par la start-up Yaimec. Et c'est l'occasion de remercier infiniment Maman Kabirou et Ousmane Nieli qui font un travail formidable en termes d'innovation. Il faut dire aussi qu'il faut tousser dans des mouchoirs ou bien dans le pli du coude afin de réduire la contamination et de souiller le matériel. Et il faut jeter tout ce qui a été utilisé dans la poubelle. Il faut porter des bavettes pour non seulement vous protéger, mais aussi et surtout pour protéger les autres. Et si vous ne vous sentez pas en bonne santé, afin de réduire la contamination, il faut rester chez vous et il faut appeler le SAMU qui peut venir vous consulter ou vous conduire dans un cadre bien spécifique et apte à la prise en charge médicale. Pourquoi la recommandation de rester chez soi est médicalement importante? En effet, si tout le monde reste chez soi, 80% vont éliminer eux-mêmes le virus.
15% vont être traités et se débarrasser du virus. Et 5% vont recevoir une assistance respiratoire et éliminer le virus, ou exceptionnellement certains vont décéder. Ce qui fait que sans contamination nouvelle, eh bien l'infection va être tarie en 3 semaines. Il est aussi important de prendre sa température. C'est un geste qui permet d'apprécier vous-même votre état de santé et de prendre contact avec les agents de santé s'il y a une nécessité. Toujours dans le cadre de la prévention, il y a une bonne nouvelle. Ce sont les travaux de Didier Raoult avec l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres hypothèses de travaux qui ont été réalisées, telles que l'huile du Niger, autrement dit Habbat Sauda, qui était en pipeline dans le cadre de leur évaluation. Parlons à présent de la prophylaxie médicale. À la date, avant le 31 décembre 2020, aucun vaccin n'a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Au moment où j'avais fait cette présentation, il y avait 8 vaccins qui sont passés de la phase 3, qui ont passé la phase 3 de l'essai clinique. C'est ainsi que les 8 vaccins, il y avait 5 vaccins de dernière génération, autrement dit des vaccins à acide nucléique. Il s'agit du vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson et le vaccin Gamaleya russe. Il y avait 3 vaccins qui étaient de deuxième génération, qui utilisaient la fraction immunologique du virus. Il s'agit du vaccin Novavax, du vaccin Sinopharm et du vaccin Sinovac. Aucun vaccin n'a utilisé un virus vivant atténué. Voilà, aucun vaccin n'était à virus atténué. Donc, en ce qui concerne le vaccin Pfizer, il faut dire que l'ARN messager codant pour la protéine de spicule est protégé dans une particule. Et une fois absorbée, la cellule imprime la protéine de spike et qui aboutit à une réponse immunitaire. Ce vaccin a été évalué avec une efficacité de 95% sur la souche sauvage, mais par contre, il n'a pas été utilisé sur le variant de l'Afrique du Sud. En ce qui concerne son administration, il est utilisé à la dose de 0,3 ml à raison de 2 doses à 21 jours d'intervalle. Il peut se conserver entre 8 et 5 degrés Celsius pendant 5 jours ou à moins 20 pendant 6 mois. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin Moderna. C'est un vaccin aussi à ARN. L'ARN codant pour la protéine de la spicule est protégé dans une capsule lipidique. Et une fois absorbée, la cellule exprime la protéine de la spicule qui aboutit à une réponse immunitaire. C'est un vaccin qui a montré une efficacité de 94% sur la souche sauvage, mais qui n'a pas été utilisé sur les variants. Il est utilisé à la dose de 0,5 ml à raison de 2 doses à 28 jours d'intervalle. Et c'est un vaccin qui se conserve pendant 6 mois à moins 20 et pendant 30 jours entre 2 et 8 degrés Celsius. Le vaccin AstraZeneca, l'ADN codant pour la protéine Spike est protégé dans un virus inoffensif. Une fois la cellule infectée, la cellule exprime la protéine de la spicule qui aboutit à une réponse. Il a montré une efficacité de 82% sur les souches sauvages et de 10% sur les mutants, en particulier le mutant B1 351 de l'Afrique du Sud. Il est utilisé à raison de 2 doses à 2 semaines de 12 semaines d'intervalle et il se conserve pendant 6 mois à 2 et 8 degrés Celsius. Le vaccin Johnson Johnson, dans ce cas, l'ADN codant pour la protéine majeure Spike est protégé dans un virus inoffensif. Une fois infecté, la cellule exprime la protéine majeure et ce qui aboutit à une réponse immunitaire. Le vaccin Johnson Johnson a été utilisé aussi bien sur les souches sauvages qui montrent une efficacité de 72% et sur le variant de l'Afrique du Sud où on a observé une efficacité de 57%. Il est utilisé à une seule dose. Il se conserve à 2 et 8 degrés pendant 3 mois et puis pendant 2 ans à moins 20 degrés Celsius. Pour ce qui est du vaccin Sputnik russe de Gamaleya,
Il faut dire que l'ADN codant pour la protéine est protégé dans un virus inoffensif. Une fois infectée, la cellule exprime la protéine de la spicule, ce qui aboutit à une réponse immunitaire. Il est efficace à 91%, mais il n'a pas été évalué sur les mutants, en particulier le mutant de l'Afrique du Sud. Il est utilisé à la dose de 0,5 ml à raison de 2 doses à 21 jours d'intervalle. Il se conserve pendant 6 mois entre 2 et 8 degrés Celsius et à 2 ans pendant à moins 20 degrés. Le vaccin Novavax, dans ce cas, il faut dire que des nanoparticules sont recouvertes par des protéines de spicule. Un élément additionnel, autrement dit un adjuvant, est rajouté et après inoculation, on arrive à booster le système immunitaire. Il a une efficacité de 96% sur les souches sauvages, 86% sur le mutant anglais et 55% sur le mutant de l'Afrique du Sud. Il est utilisé à raison de 2 doses à 21 jours d'intervalle. Il se conserve pendant 2 ans à moins 20 ou pendant 6 mois à entre 2 et 8 degrés Celsius. Pour ce qui est du vaccin Sinopharm, qui est un vaccin de 2e génération. Dans ce cas, le virus SARS-CoV-2 est chimiquement inactivé grâce à la bêta-propiolactone. Le virus ne peut plus dans ce cas se répliquer et les protéines majeures vont stimuler le système immunitaire. Il a une efficacité de 79% sur les souches sauvages et il n'a pas été évalué sur les mutants. Il se conserve très bien entre 2 et 8 degrés et il est utilisé à raison de 2 doses à 21 jours d'intervalle. Pour ce qui est du vaccin Sinovac, dans ce cas, le virus SARS-CoV-2 aussi a été inactivé par la bêta-propiolactone. Il a une efficacité de 50% sur les souches sauvages. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu vous présenter dans le cadre de cette longue présentation qui est relative à l'infection au SARS-CoV-2 ou la COVID-19 et qui rentre dans le cadre du rappel sur nos zoonoses. Et cette zoonose, c'était une zoonose professionnelle. Sur ce, on se dit à la prochaine fois.